Bon samedi matin, en ce long week-end de l'Action de grâce, on se sent quasiment en vacances quand on a 3 jours. On a énormément de talent pour le week-end de 3 jours. Oui, c'est vrai qu'on Je me trouve bon dans une fin de semaine de 3 jours. Oui, pour faire la farniente. C'est vrai. On a beaucoup de talent pour ça. Et bien, quand on a du temps là, pour relaxer et faire autre chose que travailler ou aller à l'école, on dépense. Mais il faut apprendre à bien dépenser. Il faut apprendre ça. Il faut inculquer ça à nos enfants aussi. Je suis pas très bon moi-même personnellement pour ça. Et je me rends compte que ma fille est très dépensière. Oui. Alors que mon fils a besoin de rien. Il demande jamais rien. Es-tu sérieux? C'est le jour et la nuit. Moi, c'est le contraire. Pour vrai? Ma fille va économiser. Maman, non, achète-moi-en pas trop. Non, mon fils, ah oui. Moi, Mathieu, à sa fête, il va recevoir des sous dans ses cartes d'anniversaire. Il garde ça super longtemps. C'est vrai? Et Sophie, 15-20 minutes, tout est dépensé. Ça prend pas de temps à se revenir de bord, elle achète des choses, à se créer des besoins. Et j'ai vraiment les deux antipodes à la maison. On va en parler avec Frédéric Lachance, qui est syndic de faillite, qui va nous parler comment, justement, éduquer nos enfants à l'argent. On a des petits clips d'enfants vraiment le fun qui nous racontent comment eux ils gèrent leur argent. Et on se rend compte qu'il y en a plusieurs qui sont différents. Ils ne voient pas les choses de la même façon. Pas, tout à fait. On voit qu'ils ont des parents différents. Une chose qu'on n'a pas clippé les nôtres. On va faire de la rénovation. Moi, en fait, elle nous recharger un montant qu'on le fasse. Mon fils aurait dit avec plaisir. Tu vois, genre, c'est ça. Exactement ça. Richard va nous faire installer un mur d'acrylique pour le bain-douche. OK. Tu comprends-tu? Moi, je comprends très bien. OK. Chose que je fais pas, moi. Ben non! Je suis content d'avoir Richard qui va être là pour venir nous en jaser. C'est le fun avec lui parce que ce qu'on fait, là, on le sait qu'on est capable après ça de le faire en 10 minutes. Oui? Ouais. Tu me mets ça au défi, moi? C'est sûr que je peux le faire en 30 minutes. En 30 minutes. C'est sûr. Et on va faire notre lecture hebdomadaire préférée avec Catherine, qui va nous parler, entre autres, dans le Québec Science, de l'utilisation des crayons à l'école. Il y a des pays en Europe où on délaisse ça même pour y aller tout de suite avec le clavier. Les pays scandinaves ont quelque chose de trippant, c'est qu'ils sont très, très créatifs. Ils essaient des choses, ils n'ont pas peur de se mouiller puis de tenter des trucs. C'est vrai. Et la tendance vient de ce côté-là, puis j'ai hâte qu'elle puisse nous en jaser, parce que Catherine nous amène toujours des articles intéressants, puis ça nous amène et ça nous porte à réfléchir. Oui, et elle va parler aussi des Wonder Woman qui réinventent les règles. On aura des noms. Ah ouais? C'est un peu inquiet. Mais juste avant, partons en voyage, partons au Pérou, on va se mettre dans l'ambiance tout de suite. Et moi, c'est un de mes rêves, vraiment, d'aller... Ah oui, d'aller au Pérou, à Nathalie, en fait, faire le fameux Machu Picchu, qui est quand même assez accessible. Comme trek, peux-tu dire? Oui, parce qu'on n'est pas obligé de marcher pour se rendre là. Là, on est déjà un petit peu dans l'ambiance, on est dans la vallée sacrée. La vallée sacrée qui est aux portes de la ville de Cusco, qui était l'ancienne capitale de l'Empire Inca. Ça donne le ton tout de suite, là. Oui, ça donne le ton tout de suite. Le Machu Picchu n'est pas très loin. Et oui, ça fait partie, le charme des Andes. C'est un pays qui a toujours suscité, qui a toujours encore aujourd'hui une auréole de mystère. On pense à Tintin et le Temps du Soleil. Je ne sais pas si vous avez lu ça. Alors, quand je postais mes images Facebook du Pérou, il y a des gens qui disaient « Mon Dieu, j'ai l'impression d'être dans le Tintin. » Alors, il y a encore des endroits, des régions où on retrouve justement le charme des Andes, où on va pouvoir aller rencontrer aussi les paysans. On verra ça tout à l'heure. Mais oui, le site de Machu Picchu, évidemment, c'est un incontournable parce qu'il a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et il fait partie maintenant aussi des 7 merveilles du monde contemporain depuis une dizaine d'années. J'imagine qu'on arrive sur place. C'est une des activités qu'on nous présente le plus rapidement aussi. Là. Oui, assez rapidement. Mais c'est sûr que comme c'est un site qui est caché dans les montagnes, c'est d'ailleurs ce qui l'avait protégé de la conquête des Espagnols, parce qu'il n'a jamais été détruit par les Espagnols. Mais vous allez voir, parce qu'il est caché dans les montagnes, c'est pas facile de s'y rendre. On peut s'y rendre de deux façons. La route ne rejoint pas le village de Machu Picchu. On peut s'y rendre soit à pied, le chemin de l'Inca, une expédition de quelques jours qu'il faut organiser avec des agences locales. Sinon, il y a le train. Le train qui est très pittoresque aussi, accessible en termes de prix également, et qui va nous amener justement, regardez, il y a deux trains. Inca Rail, c'est la compagnie qui nous amène jusqu'au Pueblo Machu Picchu, qui est le village en dessous du site. Mais dis-moi, quand tu montes comme plus rapidement comme ça, ou même je pense qu'il y en a qui arrivent en hélicoptère, ça se peut-tu? Non? Là, je sais pas. Parce que l'altitude fait que tu dois être un peu étourdi quand tu arrives, quand tu montes trop vite. L'idéal, justement, c'est que l'idéal, généralement, on arrive en train en fin d'après-midi et on va dormir au Pueblo de Machu Picchu au moins une nuit ou même deux pour prendre le temps de s'acclimater à l'altitude. Parce que Machu Picchu est quand même à 2500 mètres d'altitude, mais il y a pire. Cusco est encore à 3500 mètres d'altitude. Mais donc là, on va dormir une nuit et le lendemain matin, généralement,
très tôt, à l'aube, ou même des fois avant le lever du soleil. Là, il nous reste à prendre une navette d'une trentaine de minutes qui grimpe dans une route vraiment tortueuse jusqu'à l'entrée du site. Et là, quand on arrive à l'entrée du site, tôt le matin, là, vous allez voir dans les images, il n'est pas rare que le site soit complètement ou presque complètement perdu dans les nuages et dans la brume. Alors, regardez, ça, c'est la montagne de Machu Picchu, la vieille montagne en français, pardon, qui a donné son nom au site. Et regardez comment les Incas avaient taillé les pierres pour imiter la montagne derrière. Et le soleil finit par se lever et on retrouve, entre autres, les plus sympathiques pensionnaires de Machu Picchu, les lamas, qui ont été abandonnés par une équipe de tournage, soit dit en passant. Ils sont restés, ils sont devenus et qui sont très heureux sur ce site-là, absolument, et qui coïncident vraiment avec le paysage. C'est fou quand même qu'à ce moment-là de l'histoire, ils avaient décidé de placer les pierres de cette façon-là pour se fondre à travers le décor naturel qui était autour. Absolument. Déjà, on avait cette pensée-là à ce moment-là. Ce qu'on visite là, ça se trouve être quoi? C'est les ruines? Bien, là, par exemple, bon, c'est l'ancien amphithéâtre. Ça, c'est le quartier urbain. Parce que le site se divise en deux. Un quartier agricole, ce qu'on a vu, les terrasses agricoles qui descendent comme des grands escaliers. On les revoit. Là, on mettait la culture. On faisait l'agriculture. Et il y avait le quartier urbain où il y avait les maisons des nobles, des maisons des prêtres, les amphithéâtres, les temples aussi, comme le temple du Soleil. Parce que c'était un village. Oui, exactement. C'était une cité inca du 15e siècle qui a été abandonnée par les Incas au 16e siècle, mais qui aujourd'hui a été redécouverte en 1911. Et une chance, parce que c'est merveilleux. Vous voyez le Hainu Picchu en arrière, on peut l'escalader. On peut faire... il y a un sentier qui monte jusqu'en haut. Il faut être en forme, par contre. Il faut être en forme de façon globale pour aller... Pour monter jusque-là. Oui. Mais il n'y a personne qui habite là. Est-ce qu'il y a des gens qui habitent là? Aujourd'hui, non. Du tout, Quand le site a été redécouvert en 1911, oui, il restait des paysans qui faisaient encore l'agriculture sur ces terrasses-là. Mais aujourd'hui, non, c'est un site protégé qui est surtout visité le matin, parce que la majorité des visiteurs, de la façon que ça... Tout le monde débarque en matinée. Tout le monde arrive le matin pour voir, et tous les changements de climat aussi. Donc, à la saison des pluies, vous avez des belles terrasses vertes comme ça. La saison des pluies va de octobre à avril à peu près. Après, c'est plus sèche. Ça doit couper le souffle. Quand on arrive, on n'a pas les yeux assez grands pour voir. Les photos sont impressionnantes. Imagine sur place. Sur place, l'impression. Cusco, ça se trouve à être... Pas très loin de là, à peu près à 1h30 de train, parce que le train qu'on a vu tout à l'heure part de Cusco. Et là, plus haut en altitude, 3500 mètres. Mais là, on est dans l'ancienne capitale de l'Empire Inca. On reste encore dans la culture Inca. Vous voyez, Pachacutec. Il y a du monde qui vit là. Oui, oui, tout à fait. Il y a même des paysans, beaucoup des montagnes voisines qu'on va croiser dans les rues. Et regardez les pierres, ce qu'on a vu, là, c'est les anciennes pierres Inca sur lesquelles ont construit les Espagnols des nouvelles églises, des nouveaux... Vous voyez les paysans. On en voit beaucoup qui viennent porter leurs produits au marché, ou qui vont vendre leur artisanat dans les parcs de la ville ou dans les rues, tout près des sites qu'on visite. Nathalie, tu disais Pachacutec tantôt, c'est la statue qu'on voyait. Oui, c'est l'empereur Inca qui a été le plus influent. C'est celui qui a vraiment, justement, contribué au développement de Machu Picchu. Alors, il est représenté sur cette place d'armes où il y a aussi, bien sûr, la cathédrale baroque construite par les Espagnols. Alors, ce qui est bien avec Cusco, c'est la cohabitation des deux styles. Style colonial espagnol, qui est très présent, 16e siècle, et toutes les ruines de l'époque d'avant, de l'époque Inca. Et il y a des très beaux hôtels de charme aussi, parce que les hôtels à Cusco sont construits, regardez, par exemple, l'Incatera La Casona, qui est un hôtel qui a été construit dans un manoir d'un conquistador espagnol du 16e siècle, alors rénové avec des meubles coloniaux, des tissus locaux. Alors, si vous ne pouvez pas y dormir parce que les prix ne sont pas dans votre budget, au moins allez manger ou allez prendre un verre dans un endroit comme ça. C'est quoi, là, c'est 200, 400 $? Probablement, oui, parce que ça fait partie de la liste privilégiée des écologes du National Geographic. Il y a une trentaine de lieux dans le monde qui en font partie. Tu fais une nuit, là, puis après, tu vas en camping. Oui. Et tu gardes la clé d'hôtel, puis tu sors, moi, je suis là. Mais c'est bien d'entrer, parce que des fois, on a peur d'entrer dans ces hôtels-là, parce qu'on se dit, je ne couche pas là, j'ai pas accès. Tu peux aller au bar prendre un verre, regarder comment ça se passe, pour avoir l'ambiance. C'est vrai. Ensuite, il faut aller se promener dans la vallée sacrée pour aller voir les paysans dont je parlais tout à l'heure. Aller rencontrer, regarder. Comme à l'époque, là. Oui, absolument. Et ça, on va voir ça. Ce sont des amphithéâtres de forme cercle, en cercle, où les Incas faisaient des expériences agricoles à l'époque, parce que les terrasses ont différents climats. Et encore aujourd'hui, vous avez énormément de paysans qui ont continué leur tradition agricole et leur tradition culturelle. Et c'est là qu'on est allé rencontrer cette communauté-là, à Miss Menai, avec Flora, tout sourire, qui nous accueillait avec ses colliers de fleurs. Il y a possibilité d'aller rencontrer, donc,
les communautés avec Condor Travel ou d'autres agences locales. Et ils vont vous accueillir pour une journée. Bon, là, la Est-ce musique... que c'est une visite qui est cool ou on sent que c'est très, très, très touristique? Non, c'est quand même assez cool parce que nous, on s'est présenté. Le guide nous a présenté. On s'est présenté, nous. Ils se sont présentés. Eux, ensuite, ils nous ont invités à goûter des produits locaux. Ils nous ont montré un peu comment fonctionne leur artisanat, comment ils font leur couverture, leur poncho. Regardez, le guide sert un peu d'interprète parce que ces gens-là parlent un peu l'espagnol, mais surtout le quechua, qui est la langue locale encore aujourd'hui. Alors, nous, on a passé plusieurs heures là. Je peux vous dire qu'à un moment donné, les gens se sont déjeunés. Et moi, comme je parle un peu espagnol, j'ai eu beaucoup de plaisir à jaser avec Flora, ses amis, quelques blagues. On a parlé un peu de leur vie, de leur travail. Et je me suis sentie vraiment privilégiée de pouvoir rencontrer ces gens-là qui sont pas riches, mais vaillants et sereins. C'est une belle leçon qu'ils nous donnent. Dans un autre monde. Hein? Oui, pas tout sur à le fait. même beat, Tout à fait. Mais qu'ils aient gardé les traditions d'Internet. Et pour moi, ça fait partie de ça, le voyage aussi. C'est d'aller un petit peu, même ne serait-ce que quelques heures à la rencontre des locaux. Mais tu sens, comme Benoît dit, c'est pas juste un attrape-touriste, voici, on fait semblant. Ils vivent vraiment comme ça. C'est une façon de les aider aussi, parce que c'est une façon de faire du tourisme responsable. Ces gens-là profitent un peu des retombées, des visites. C'est correct. Mais si tu arrives dans le village, là, tout le monde se change puis ils mettent des costumes d'antan pour faire à croire que ça en va puis ils les enlèvent. C'est pas ça, là. Puis ils ont un T-shirt Abercrombie en dessous. C'est non. Mais ici, c'est comme ça, c'est génial. Pas là, parce que ça arrive à Cusco qu'on les croise régulièrement, ces communautés-là. Donc ça, c'est près de Cusco, c'est ça? Tout à côté, à peu près à 1 heure. Alors, ça vaut vraiment la peine, donc, d'aller faire le Machu Picchu, d'aller se promener dans les Andes. Il y a beaucoup plus que ça au Pérou, mais vous trouverez beaucoup d'informations là, sur les sujets que j'ai écrits sur mon blog. Des petits trucs pratiques, vite, là. Ah, des petits trucs. L'altitude. Il faut faire attention à l'altitude, évidemment. Donc, il ne faut pas boire trop d'alcool parce qu'en altitude, c'est pas compatible. Même manger. On ne veut pas que notre estomac ait trop à faire. S'hydrater beaucoup. Aller doucement. Marcher doucement, prendre des grandes respirations. Je n'ai jamais si respiré autant. Et est-ce qu'avant de partir, on est mieux de déjà planifier ces oui, mettez-vous en forme un petit peu avant d'y aller. Ça vaut la peine, parce que sinon, on n'en profite pas de la même façon. Le Machu Picchu, il y a beaucoup de marches à monter puis à descendre, donc il ne faut pas non plus... Ça prend des bonnes pattes. Oui. Il faut aller là au moins une douzaine de jours, là? Ah oui, au moins, parce que les déplacements, ils peuvent être assez grands. Les déplacements entre la capitale et Cusco et d'autres endroits du pays. Ça donne le goût. Oui, ça donne le goût. Alors, allez voir tous les détails, d'autant plus que ces temps-ci, j'ai un concours sur ma page Facebook de Globe Raconteuse. Je fais gagner des billets pour le prochain Salon du voyage qui s'en vient fin octobre, du 23 au 25 octobre à la place Bonaventure. Un autre bel endroit pour préparer son voyage. Où, là, la prochaine destination chanceuse? Ah, là, je vous garde un petit peu dans le suspense encore. Je ne peux pas trop révéler son travail. C'est pas facile. Mais pour le moment, on va quand même partir en images et en son parce qu'on va terminer en se remettant dans le bain un petit peu avec de la musique en dîme. Je pense qu'on en a en réserve. Merci beaucoup. Merci, Nathalie.